Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos, sur Bitcoin et sur Ethereum. Dans cette vidéo, on va prendre du recul pour que tu puisses mieux vivre les événements. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder des métriques et tu verras que ce qui se passe, c'est pas si grave en fait. C'est même normal et c'est absolument pas grave. Et ça, je vais te l'expliquer avec des métriques pour que tu puisses prendre un petit peu de recul et voir les choses sous un autre angle. D'accord? Dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler d'Ether et je vais t'expliquer pourquoi fondamentalement, de façon technique, pourquoi il a sous-performé sur ce cycle. Qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Et ça, je vais te l'expliquer avec des données, des métriques qui sont indiscutables. D'accord? Donc là aussi, ça te permettra de prendre un petit peu du recul sur ce qui se passe. D'accord? Donc on va commencer tout de suite par des données macro, hein, pas le choix, on est obligé d'y passer. On a eu les nouvelles hier de l'IPC, c'est un indice de production. Ça nous permet, et à la consommation, ça nous permet de savoir si on a une inflation qui baisse ou qui monte. D'accord? Et ici, on avait des résultats qui étaient attendus. On a des résultats qui sont un petit peu plus bas que les résultats qui étaient attendus. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on a une inflation qui baisse un petit peu. Et ça, c'est plutôt une bonne chose macroéconomique. D'ailleurs, les marchés ont plutôt bien réagi. Tu sais que je trade le Nasdaq. Et on a eu plutôt quelque chose d'haussier en fait à la réponse à la suite de cette news, d'accord? Donc le marché l'a pricé plutôt d'une bonne manière. Et une baisse de l'inflation, c'est intéressant pour nous parce que si on a une baisse de l'inflation, on peut avoir une baisse des taux d'intérêt. Et une baisse des taux d'intérêt, c'est une impression monétaire. Et une impression monétaire, c'est de l'argent et des inflows sur les marchés. Et ça, c'est extrêmement favorable pour nos indices, d'accord? Pour l'instant, c'est qu'une donnée macroéconomique. Il faudra que ces dynamiques se poursuivent, d'accord? Mais en tout cas, ici, ça va nous permettre de souffler un petit peu sur les indices. On va tout de suite regarder ce qui se passe sur Bitcoin. Alors, on est revenu chercher la moyenne mobile. Tu connais le topo, d'accord? Moyenne mobile 200, celle que tu vois en jaune. Ça, c'est quelque chose qui était attendu. C'est un scénario qu'on pouvait anticiper. On sait que sur ces niveaux-là, là, quand tu regardes MACD, après, avec du recul, on voit qu'on a eu quand même énormément d'inflow. Donc ça, c'était clairement des ventes. Donc on a une, je dirais pas que c'était une phase de distribution, mais on a quand même eu des ventes sur ces niveaux-là. Aujourd'hui, on se situe autour de la moyenne mobile 200. Et on se situe également sur le bas de mon RSI en daily. Donc je vais pas changer comment te dire, je vais pas changer d'avis, hein, je suis toujours sur la même chose. Pour moi, on est sur des points d'inflexion, on est sur des points de rebond technique, même de rebond contre-tendance, parce qu'aujourd'hui on est sur une dynamique qui est plutôt baissière en daily, d'accord? Ça peut s'expliquer parce qu'on retrouve des intérêts sur des niveaux de prix qui sont importants. 75 000 dollars au niveau de la moyenne mobile 200, c'est des niveaux qui sont sur des tendances haussières extrêmement intéressants. Si tu regardes ce qui s'est passé durant le range ici, on s'est éloigné de la moyenne mobile ici, on a fait exactement la même chose, le prix est revenu chercher la moyenne mobile 200. Donc, si tu veux, on a un rapport de force entre l'offre et la demande qui est redevenu neutre, d'accord? Et sur les niveaux de la moyenne mobile, ici et ici, ça s'est fait tout le temps sur des zones extrêmement survendues, d'accord? Et tu pouvais pas trouver des meilleurs points d'entrée en fait sur Bitcoin sur ces niveaux-là, d'accord? En tendance haussière. Donc si ce marché est toujours en tendance haussière, on pourrait se dire qu'ici, sur ces niveaux-là, on devrait à minima connaître un support, une zone de rebond, ou tu vois, quelque chose avec de la demande. Alors, on est dans un contexte macroéconomique extrêmement compliqué, avec une guerre tarifaire, une guerre en Ukraine, donc tout ça, malheureusement, on n'a pas la main dessus, hein. Les nouvelles tombent, et ça, on n'a pas la main dessus. On n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles. Mais d'un point de vue technique, on est sur des zones de prix sur lesquelles il ne faut pas vraiment flipper, d'accord? On a déjà eu une belle correction, on retrouve des niveaux d'intérêt. Maintenant, je m'attends plus à de la conso, peut-être un rebond technique ou quelque chose comme ça, d'accord? Bien que cette tendance soit toujours baissière, ok? Pourquoi je te dis ça? Ici, petite divergence haussière sur MACD. Ici, petite divergence haussière sur le RSI en zone de survente. On est plus dans ce scénario-là finalement, où je m'attends maintenant plutôt à un rebond comme ça ou quelque chose, d'accord? Pour ça, il va vraiment falloir qu'on réintègre la moyenne mobile 200, vraiment pour avoir un premier signal haussier, qu'on réintègre également la deuxième mobile qui est rouge, qui nous a toujours rejeté, et qui pourrait nous rejeter une troisième fois. Donc vraiment, d'abord un rebond technique, et si on arrive à repasser au-dessus de ces deux moyennes mobiles, à construire un support, à se poser dessus, on pourra commencer à anticiper et à parler de target haussière ou de rebond contre tendance, etc. C'est une dynamique contre tendance, ok?
Donc pour le moment, on n'en est pas là. Je m'attends à du rebond, à de la consolidation, à quelque chose autour de cette moyenne mobile 200 dans les prochains jours. Ok, faut que ça s'accompagne de données macroéconomiques et de news extrêmement favorables. Ok, pour le moment, tout nous laisse à croire qu'on commence à avoir un début de signaux. Mais je préfère te le dire, cette moyenne mobile 200, on doit la casser pour vraiment récupérer la dynamique. Ok, donc tu vois, on est en train d'essayer de trouver un point d'inflexion et un point pivot autour de la mobile 200. On va parler un petit peu d'Ethereum aussi, et je vais continuer en t'expliquant pourquoi ce qui se passe, c'est pas forcément... Il faut vraiment se rendre compte, hein. Ici, on était en zone de surachat, on redescend en zone de survente. C'est ici qu'on trouve des points d'entrée, ok? C'est absolument pas des points de sortie, d'accord? Donc je tiens quand même à te le dire, on est sur des niveaux d'intérêt qui sont importants ici, ok? J'ai envie de te parler d'Ethereum et j'ai envie de te parler de ce qui se passe sur les ETF pour qu'on prenne un petit peu du recul sur ce qui se passe. Donc déjà, sur Ether, je vais passer en weekly. On a vraiment une dynamique extrêmement défavorable avec une grosse pression vendeuse et ça s'est vraiment fait. Ça s'était fait ici, ça s'était fait ici, ça s'était fait ici. Mais à la cassure du triangle qu'on observait ici, il y a clairement quelque chose d'assez fort. Hein. On a vraiment clairement une pression vendeuse à tel point qu'on retrouve carrément des niveaux d'intérêt qui sont vraiment très proches de bottom historique sur Ether. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai en tête et pourquoi je te dis ça. Ce que tu dois savoir, c'est qu'ici, on était sur un range d'accumulation à l'époque sur ces niveaux-là, d'accord? Donc, cette localisation entre les 1800 et les 1200 $, pour moi, c'est pas une zone de vente, hein, d'accord? C'est bien trop tard pour vendre ton Ether. Ici, il n'y a absolument rien à faire. On rentre dans des localisations qui sont institutionnelles, qui sont extrêmement intéressantes. Je pense qu'on n'est même pas loin, en fait, carrément, d'un niveau Fibo. Je vais aller montrer ça. On va aller le mettre. On est dedans. On est déjà dans un niveau Fibo extrêmement intéressant. Donc ici, il n'y a rien de plus à faire si tu as de l'Ether que de le hold. Maintenant, on va remettre en perspective ce qui s'est passé. Pourquoi Ether a sous-performé? En fait, il n'a pas sous-performé. Ça, c'est ce que tu vois sur la charte. Mais en réalité, on a quand même eu une pression. On a quand même eu une pression acheteuse, mais qui s'est fait diluer par une pression vendeuse qui était notamment les ETF de Grayscale. Ici, tu vois, tu as les ETF, tu as la courbe des ETF. Ici, c'est tous les fonds d'investissement en fait, qui se sont positionnés sur les ETF d'Ethereum. Ce qu'on peut voir, c'est que Grayscale possédait 3 millions, donc 3 millions d'Ethers, possédait en gros 100% des Ethers qui étaient détenus par des institutions. Du moment où on a eu les ETF, on a eu une pression vendeuse extrêmement forte de la part de Grayscale. Et en même temps, on a eu une pression acheteuse qui était extrêmement forte de la part des différentes institutions. À tel point qu'aujourd'hui, BlackRock possède quasiment 35,4% et est repassé devant Grayscale. Le problème, quand tu regardes ce graphique, c'est qu'on a eu autant d'inflow sur Ether que d'outflow de Grayscale. Alors Grayscale, ce qu'il faut savoir, c'est que il possédait pas vraiment les Ethereum. Avant, il n'y avait pas d'Ethereum. Il n'y avait pas d'ETF. Donc du coup, vu que les ETF sont arrivés et sont vraiment beaucoup plus compétitifs que ce que eux proposaient au niveau des frais de transaction, etc., bah, ils sont obligés en fait de vendre leurs Ethers en fait sur le marché. Ça exerce une pression qui est vendeuse, d'accord? Et cette pression va continuer encore un petit peu, ok? Le problème ici sur Ether, c'est que l'inflow qui a été présent n'a pas compensé les outflows sur Ether. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Elle est là la réponse à la question du pourquoi Ether a sous-performé. Si tu enlèves Grayscale et la pression vendeuse, tu as un Ether à 8000 $, réellement. Si tu prends que ce qui est rentré sur le marché, ça te donnait une pression acheteuse qui était assez forte. Donc c'est vraiment ça qu'il faut le comprendre, et c'est pour ça en fait qu'on a vraiment eu ces rejets. Tu pourrais les corréler avec les ventes de Grayscale. Ce que n'a pas eu BTC. Retiens bien ce petit schéma. Là tu vois qu'en gros Grayscale aujourd'hui c'est quasiment, on le voit ici, c'est quasiment 35%. Si tu regardes ce qui s'est passé pour les ETF de Bitcoin, c'est le même graphique ici. Tu vois la différence? Ici, on a eu une pression Grayscale qui était très forte dès le début, mais ça a été très vite, très fortement compensé par des inflows sur Bitcoin. En fait, Bitcoin a profité d'inflows que Ether n'a pas pu obtenir. C'est normal, Bitcoin, c'est un asset qui est beaucoup plus apprécié d'un point de vue institutionnel, etc., etc. Mais ce que tu vois, c'est que ici, Grayscale, aujourd'hui, il représente plus que 17%, alors que BlackRock, c'est 50,8%. Donc en fait, Bitcoin a eu un rallye extrêmement fort, parce que la pression de Grayscale, ici, s'est littéralement fait absorber par les institutions. D'accord? Donc, si tu veux comprendre ce qui se passe sur Ether, tu dois simplement regarder ce qui se passe ici. La pression
Grayscale, elle est toujours là, elle est toujours assez forte. Et tant qu'on l'a, en fait, on aura un Ether qui va avoir du mal à performer. Mais, tôt ou tard, on aura de moins en moins cette pression. Elle va diminuer jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement. Et dès lors qu'on n'aura plus cette pression sur Grayscale, alors ça aura tout son sens. On risque même d'être surpris par un rebond technique, quelque chose de très fort. Peut-être même que Ether, il va obtenir énormément de momentum parce que dans le monde entier, n'importe qui peut acheter d'Ethereum maintenant. Les institutions, les entreprises, les particuliers. C'est pas le cas de toutes les cryptos qu'on a aujourd'hui sur les marchés, d'accord? Donc je dirais que c'est temporaire, mais la seule raison qui explique la sous-performance d'Ether, bah, c'est ça, en fait. On a eu des inflows, il y a eu beaucoup d'inflows, on a vu à un moment donné, il y avait des news avec des inflows records, d'ailleurs on le voyait ici, on avait vraiment... là, tu vois, là c'est les outflows, les outflows et les inflows. Là tu prends, c'est le net flow, en fait, c'est inflow plus outflow. Tu vois qu'on a quand même eu des infos qui étaient records. On le voit ici, tout ça. Donc, si tu prends du recul, et même avec la correction qu'on a, qu'est-ce que là? Regarde bien ce qui se passe sur les ETF. On a une petite vente là, mais c'est compte tenu de tout ce qui est rentré sur le marché. Enfin, imaginez-vous que certains vous parlent de bear market, qu'on va retrouver des niveaux qui se situent vers les 15-20 000. Enfin, oh, faut prendre du recul là. On a une petite baisse sur sur les ETF, c'est pas dramatique, c'est juste une petite correction, d'accord? Et si vous regardez tout ce qui est rentré dans le marché, ça reste colossal, hein. Tout ce qui est rentré n'est pas sorti, d'accord? Bien que le prix ait bien perdu de sa valeur, puisqu'on est passé de 110 000 à quasiment 76 000, c'est pas du tout proportionnel aux capitaux qui sont sortis du marché. Parce que Bitcoin, en fait, c'est le problème de Bitcoin, c'est que c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie, il était défini comme ça, mais une monnaie, vous pouvez imprimer de la monnaie. S'il y a une forte demande, etc., vous pouvez en imprimer, etc. Bitcoin, on ne peut pas en imprimer. Donc les marchés sont peu liquides en réalité, il y a peu de Bitcoin sur les exchanges, et c'est pas parce que votre Bitcoin, donc désolé, la vidéo est longue, mais c'est pas parce que Bitcoin perd, je sais pas combien de pourcents, on peut aller voir, c'est pas parce que Bitcoin perd ici 28% qu'on a 28% des capitaux qui ont quitté le marché. Ça ne marche absolument pas comme ça. Prenez du recul et dites-vous que pas grand monde a vendu en fait. Ok, pas grand monde a vendu ici. On a des outflows, etc. parce qu'on est sur quelque chose de baissier, mais par rapport à tout ce qui est rentré, c'est rien du tout. Ok, et on a de grandes chances dans les années ou dans les mois à venir de voir quelque chose qui va continuer à grimper ici. Si vous regardez les ETF sur 5 ans, 6 ans, on a de grandes chances de voir une correction ici et quelque chose qui va continuer à monter comme ça avec un BTC qui va s'apprécier dans le temps. Et c'est exactement la même chose avec Ether. Ether, c'est la deuxième plus grosse market cap. Tous les fondamentaux sont dessus, c'est le protocole le plus utilisé. Vous avez des ETF, les institutions peuvent en acheter. Il y a des bonnes nouvelles concernant la fondation. Oh, faut prendre du recul et essayer de sortir un petit peu du truc. Oui, on a une correction généralisée, mais il ne faut pas paniquer pour autant. C'est normal les corrections et ça concerne tous les indices. Donc, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est faut que tu prennes du recul sur ce qui s'est passé ici et la correction qu'on traverse. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont vendu ici leur BTC, d'accord? Et c'est pareil sur Ether, hein. Compte tenu de tout ce qui est rentré dans toutes les institutions, on n'est absolument pas revenu au point zéro là. D'accord? Donc on a plus de chances de connaître comme ça une phase de drawdown avec quelque chose comme ça derrière qui va continuer à croître, avec une pression ici sur Grayscale qui va diminuer. J'en entends déjà qui nous disent que si Ether n'a pas performé, c'est parce qu'il vaut rien, il sert à rien, ce truc va aller à zéro, etc. Les gars, prenez un peu vraiment du recul et regardez ce qui s'est passé sur les métriques. Ça permet vraiment de relativiser, d'accord? Donc vraiment ici, rien de plus à te dire. On va rapidement, tu connais voilà, ici on retrouve des niveaux d'intérêt qui sont, enfin, sur Ether, dites-vous que les zones weekly ici sur le RSI étaient systématiquement les bottoms ultimes sur Ether et on vient retrouver ces niveaux-là. Donc j'ai envie de vous dire, c'est peut-être, enfin, d'un point de vue technique et tout, oui, on peut revenir chercher 1000 $, 1500 $, mais c'est pas ici que je me mettrai à capituler parce que c'est de la capitulation, c'est pas ici que j'irai vendre. Mettez ça tranquillement sur votre ledger, attendez quelques mois et vous aurez un retour sur investissement sur vos indices, que ce soit sur Ether ou sur Bitcoin, d'accord? En ce qui concerne les altcoins, je suis un petit peu plus pessimiste, ok? Alors, bon, pour le moment, on tient toujours ces niveaux-là, ok? Ça, je te l'ai déjà dit, pour moi, c'est le niveau clé, quoi, sur le Total 3, donc ça, c'est la market cap totale de toutes les altcoins, etc. C'est le niveau ici à tenir. On commence à avoir une divergence haussière cachée et tout qui peut nous laisser penser qu'on pourrait peut-être consolider. Ce serait extrêmement bon signe qu'on arrive à consolider, hein.
sur les niveaux actuels. Donc ça, c'est trop tôt pour le dire. Encore une fois, il va falloir observer ce qui va se passer. On commence à avoir des signaux intéressants ici sur BTC, mais cette dynamique, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, elle est baissière. Il faut prendre son mal en patience. D'accord, faut regarder ce qui va se passer dans les prochains jours en daily. On commence à retrouver des petites divergences, des petites choses comme ça. On commence à se rapprocher des moyennes mobiles qu'on a perdues, divergences haussières sur le RSI. Donc, il se passe quand même des choses, mais c'est un petit peu trop tôt maintenant. Donc, on va vraiment surveiller ça. Compte sur moi pour tenir à jour cette analyse technique dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et surtout, prenez du recul sur les marchés, les gars. On a une correction qui est particulièrement saine et qui s'est fait quasiment sur tous les indices, d'accord? Vous prenez le SP500, c'est la même chose. Et dites-vous que les gars qui achètent ça, c'est leur fonds de pension de retraite, hein. Les mecs achètent ça parce que c'est leur retraite derrière. Donc c'est parfaitement sain d'avoir une correction, même si elle peut continuer un petit peu, elle pourrait même durer des semaines ou des mois, hein. Faut garder en tête que les marchés sont faits de phases comme ça qui sont très fortes et très haussières, comme ici, de petites phases qui sont baissières, et puis ensuite de phases de nouveau haussières. Okay, je te retrouve demain dans une autre vidéo. Si tu veux qu'on aborde autre chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao, ciao, bonne journée.